Comment toi tu prends soin de ta créativité? On est des individus qui sont des canaux de réception et qu'on intercepte des c'est choses ça. et qu'on les remet d'une certaine manière. La plus grande richesse, c'est aussi de se faire par soi-même. La part de doute dans ta pratique, On est dans la sensibilité, on sort des choses qui sont issues de notre être intérieur. On peut être très vulnérable d'une certaine manière. est-ce que tu es à l'aise à parler prix? Ça dépend. Anaïs, merci infiniment. Tu nous reçois aujourd'hui dans ton atelier à Bordeaux. Donc c'est là où tu peins, c'est vraiment l'espace où tu travailles. On est super heureuse de te recevoir, enfin que tu nous reçoives plutôt. On va parler avec toi de ton parcours d'art et on a envie en fait d'entrer dans ton univers, dans ta façon de voir le monde. Donc écoute, je te propose pour commencer que tu puisses d'emblée nous décrire un peu ton univers artistique. On voit certaines de tes toiles là qui sont derrière. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire et dire aux personnes qui vont nous regarder, nous écouter sur ton univers artistique? Déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast. Je suis hyper enchantée. Hyper contente aussi de partager tout ça. Mon univers, je dirais qu'il est mystique, il est vivant, sensible aussi et organique. Depuis petite, j'ai à cœur en fait de parler de visions que j'ai. Alors au début, le médium, ça a été la photo parce que j'avais envie de retranscrire des choses que j'avais dans ces visions. J'avais envie de parler du vivant, de zoom en fait dans la nature. Ça a été limité à un moment donné pour moi le médium de la photo. Et je me suis dit que quoi de plus simple de passer à la peinture pour pouvoir l'exprimer. Au début, j'étais dans le figuratif. Ouais, Donc, ok. je dessinais des corps de femmes. Oui, on a du mal à le croire. Ouais, ok. Et puis après, j'ai voulu zoomer dans ces corps, les connecter. Donc, j'ai eu un travail de courbe qui était à l'aérographe. Et puis, je parlais aussi d'histoire, de choses que j'imaginais. Donc, j'ai commencé à tisser ces histoires-là à l'aérographe. Et donc, ces courbes sont devenues des amphores. Et ces amphores courbés sont devenus progressivement ces formes que je travaillais sur la toile. J'ai eu un travail à l'aérographe qui a été à un moment donné une période qui était difficile dans le sens physique parce que l'aérographe, ça m'a demandé... c'était des heures et des heures où j'étais penchée et j'arrivais plus à travailler parce que j'avais mal au dos. Et je me suis dit, comment je vais transposer si ma pratique et mon esthétisme dans la même écriture, mais différemment. Donc je suis passée au pinceau. Puis le pinceau est arrivé sur la toile et puis j'ai continué ces courbes. Et puis plus j'avançais, plus j'ai commencé à mêler l'humain à la nature. Et j'ai inventé tout un monde en fait où le mère nature va commencer à s'humaniser. Et j'ai flouté en fait des histoires avec des scènes 1, 2, 3 comme un film. Donc à chaque fois il y a vraiment une histoire avec plusieurs scénettes. Et où je raconte un peu les processus dans un futur lointain, comment Mère Nature arriverait et comment des animaux, Mère Nature et les plantes vont commencer à se mélanger et exister. C'est pour ça que des fois j'ai des œuvres aussi qui peuvent être différentes, très différentes des unes aux autres, parce qu'il y a vraiment un principe de représentation de scène. Et je travaille aussi avec les saisons. Donc chaque saison a son importance parce qu'elle m'apporte une colorimétrie particulière et une composition de palette. Et donc je viens vraiment m'inspirer des matériaux qui sont existants et des choses qui existent dans la nature. Donc l'herbe au moment du printemps, elle aura un vert particulier. En été, il fait plus chaud, le soleil a une couleur beaucoup plus incandescente. Donc voilà. Et en hiver et en automne, on va avoir ces brins, ces feuilles séchées qui arrivent et qui viennent vraiment, tisser tout ce travail de composition de couleurs et qui font pour moi aussi référence à ce qui se passe dans notre inconscient parce qu'en fait c'est des références qu'on a tous et toutes et j'aime pouvoir instaurer ce dialogue avec le spectateur de cette manière-là, que ce soit accessible et que les références elles viennent assez on va dire facilement pour la personne qui regarde les œuvres. C'est intéressant parce qu'on sent tout un univers, un narratif autour de tes toiles et tes toiles sont pour le coup abstraites aujourd'hui. Oui. Et donc merci de partager ça. Je pense que c'est très inspirant de voir à quel point c'est un travail qui est nourri aussi
d'histoire et tout ce dont tu nous as parlé là. Je pense que c'est très inspirant. Est-ce qu'on peut aller un peu regarder quel a été ton parcours, toi, dans le monde de l'art? Est-ce que tu as fait une école d'art? Est-ce que tu viens d'une famille d'artistes? Est-ce que ces codes, tu les avais quand tu as démarré? Comment ça s'est passé pour toi? Les codes, je suis pas sûre que je les avais. Je pense que je les ai peut-être pas encore aujourd'hui. C'est un apprentissage qui se fait au fil de l'eau et à l'échelle d'une vie, je pense. Depuis toute petite, je savais que je voulais faire un métier artistique. Alors, c'était difficile pour moi de mettre aussi les mots dessus. Donc, je disais artiste, designer, peintre. Parce que artiste, c'est une dénomination qui est quand même... qui était très forte et qui demandait une certaine posture, donc assez impressionnante. Je pense que depuis toute petite, j'avais conscience que j'étais très sensible et que j'avais des choses que j'avais envie d'exprimer. Tout le monde avait cette part de sensibilité-là aussi dans ma famille. Alors ça s'inscrit de façon différente. J'ai pas eu dans mon entourage de gens qui ont vécu à proprement parler de leur art. Okay. Par contre, des gens qui ont une création artistique, comme ma grand-mère, ma mère, mon grand-père, en fait, une majorité de gens dans mon entourage quand même, ça a toujours été du coup un guide. Ça m'apparaît toujours très limpide dans le sens où je me suis dit qu'il n'y allait pas avoir de sujet si, à un moment donné, je m'imposais la décision de faire de mon métier quelque chose de créatif. Donc les choses, elles se sont faites aussi, on va dire, de façon assez organique parce que j'ai suivi un peu mon instinct. Donc j'ai pas un parcours forcément classique. Je savais que je voulais pratiquer. Donc au lycée, alors j'étais passionnée par plein de choses. J'étais passionnée par du cinéma, par de la photo, par le dessin, par la peinture. Donc au lycée, j'étais en littéraire audiovisuel. Ça m'a énormément plu et c'est ce qui a aussi beaucoup forgé ma vision aujourd'hui artistique parce que le cinéma prend une grande partie, une place en tout cas dans mes inspirations. Ouais. Et sortie du lycée, j'avais envie de faire une école d'art appliqué. Je savais qu'il fallait que, en tout cas, je parle dans une direction où j'allais pouvoir pratiquer et avoir des cours académiques et un accompagnement, en tout cas, on va dire, professionnalisant. Mais j'avais aussi en tête l'idée de me dire que j'allais avoir un peu des backups, dans le sens où c'était pour moi intéressant de me dire que si à un moment donné j'éprouvais une quelconque difficulté, j'allais pouvoir prendre un poste de directrice artistique. Travailler pour d'autres en fait, pas simplement faire. Et puis j'aimais bien l'idée d'être un peu touche à tout. Donc je suis partie dans une école d'art appliqué qui a été géniale, hyper formatrice. Des cours hyper académiques qui étaient géniaux. Enfin, je me suis éclatée. Et puis, après cette école-là, une grosse partie de ma vie a été autodidacte. Elle a été autodidacte parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était un professionnel du secteur et qui m'a dit la plus grande richesse, c'est aussi de se faire par soi-même. C'est très dur, mais il faut se laisser à un moment donné une partie de sa vie où on peut se laisser l'opportunité d'être autodidacte parce qu'autodidacte, ça veut dire que tu vas t'auto-former sur des process qui vont être les tiens. Et aussi, on va dire, cultiver sur des choses qui t'animent. Alors, l'école, ça a été une magnifique période de ma vie que j'ai adorée. Et après, il y a eu aussi la partie plus autodidacte où j'ai commencé... Ça a duré combien de temps, cette partie-là où tu as exploré Moi, je me suis mise... En tout cas, moi, j'ai commencé à faire mon métier en 2021. Donc, c'était il y a maintenant 4-5 ans. Ouais. J'avais... Quel âge ? C'est une très bonne question. Je suis partie m'installer à Biarritz avec mon mari. J'ai commencé à vraiment être dans cette partie-là d'auto-création. Alors, je ne montrais pas du tout mon travail à cette époque-là. Et après, on est parti vers en Australie. Et l'Australie, moi, ça m'a vraiment aidée ça m'a poussée à apprendre à montrer mon travail aussi. Parce que les anglo-saxons, ils sont hyper ouverts, hyper open. Ouais. Ils sont très friendly. Et en fait, je voyais plein de personnes qui étaient jeunes, qui étaient hyper émancipées, qui avaient ce courage et cette force de montrer leur travail. Et l'Australie, moi, ça m'a bien boostée aussi pour commencer à me dire que c'était bon. J'allais commencer à trouver ma place et montrer mon travail progressivement. Et moi, mon travail, je l'ai montré par les réseaux sociaux au début. Ouais, donc en fait, tu t'es quand même lancée très rapidement après tes études. Ouais, parce que je voyais vraiment tout dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que je me suis jamais vue salariée.
Et je me suis jamais vue autre qu'à mon compte et vivre de ce que j'avais en tête. Ouais. Alors au début, c'était flou, hein, je n'arrivais pas à mettre un terme. Hein. Je ne savais pas si j'étais plasticienne, si j'étais peintre, si j'étais plus dessinatrice, surtout qu'à ce moment-là, je faisais du figuratif. Donc c'était vraiment embryonnaire, je testais plein de choses et je me limitais pas trop. Mais je savais que dans tous les cas, je serais quelqu'un qui serait potentiellement toute sa vie à son compte et que j'allais explorer et qu'elle allait avoir des hauts et des bas, forcément, dans l'aventure. Mais que ça allait être une aventure hyper enrichissante et que je savais que j'allais trouver ma place là-dedans, en tout cas, et que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui me guidait. Qui était fait pour toi. Ouais. Ok, et donc ça a été quoi les premiers succès? Ça a ressemblé à quoi? Donc tu disais, tu as commencé à publier sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est passé par là? Tes premières ventes, première exposition, ça a été quoi les grandes étapes ou les jalons de ce démarrage-là de ta carrière artistique? Je pense qu'au début, on montre à son entourage proche. Et ça, je pense que c'est les premières victoires quand l'entourage, on va dire, valide ou aime. Ça fait toujours très chaud au cœur quand les parents, les conjoints, la conjointe, enfin, l'entourage, les gens qu'on aime en fait. Et une fois que il y a les gens qu'on aime, nous, enfin, on va dire, émettent un jugement positif, ça donne de la force. Et progressivement, moi j'ai mis sur les réseaux sociaux et d'avoir cette réception, ça m'a donné beaucoup de plaisir. D'avoir des gens qui me contactent sur Instagram, des gens qui m'achètent et puis des gens qui achètent aussi de loin, de très loin, de l'étranger. Ça m'a touchée et je me suis dit c'est intéressant qu'à mon tout petit niveau je puisse toucher des personnes aussi loin que je ne connais pas forcément ou qui n'ont pas forcément des contacts avec mon réseau proche et ça je pense que ça m'a donné une force en fait. Ouais, donc c'est en fait très rapidement, tu as commencé à vendre tes premières toiles et parfois donc assez loin via Instagram, c'est le réseau que tu utilises. Ouais, à l'époque c'est Instagram et mon site internet. Et ton site internet, tu avais un site internet, ok, ça marche. Est-ce que du coup tu veux bien échanger avec nous sur toi, la part de doute dans ta pratique? On sait que chaque artiste doute. Je pense que personne n'y échappe. Mais on a tous des façons très différentes de vivre avec le doute et puis d'agir ou non selon les phases de doute. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi ta relation avec les doutes dans la pratique? Moi, je vois le doute comme un meilleur ami. Je trouve ça hyper enrichissant en fait de toujours se poser des questions, remettre les choses en question, de dézoomer, Je pense qu'il y a rien n'est parfait, qu'on est dans un apprentissage qui est constant et surtout dans des parcours artistiques où en fait on est dans la sensibilité, on sort des choses qui sont issues de notre être intérieur. Donc déjà il y a une part où on peut être très vulnérable d'une certaine manière parce que tout est mis sur la table. Ouais. Et la sensibilité, au moment où elle est mise comme ça face au monde, ça peut être un peu impressionnant. Et je pense que du coup, on est toujours habité par le doute parce qu'on va toujours se demander est-ce qu'on a bien exprimé la chose qu'on voulait mettre sur la table de la bonne manière? Est-ce qu'on a utilisé les bons outils? Hyper difficile aussi des fois de prendre de la distance parce qu'on est dans l'émotion donc c'est pour ça, moi je pense le doute qu'il faut habiter un peu avec lui. On le côtoie un peu au quotidien et il faut en faire un copain. Il faut en faire un copain parce que c'est d'une très forte, je pense, richesse aussi de se poser des questions et de toujours vouloir se challenger. Mais je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Oui, c'est ça. Mais il faut l'utiliser à bon escient parce que des fois, le doute, il peut aussi être paralysant, c'est sûr. Il peut être... Mais c'est des belles périodes aussi. Les périodes de pause aussi, de remise en question, elles sont aussi intéressantes parce que je pense que ça fait toujours aussi émerger quelque chose de nouveau et puis de beau. Et c'est des cadeaux. Voilà, faut prendre ça comme un cadeau. C'est ce que je me dis en tout cas et ce que j'essaie de me dire. Ouais, ok, super.
Si on rentre un peu plus concrètement, tu vois, dans la réalité d'un artiste ou d'une artiste, surtout d'une artiste qui souhaite vivre de son art, il y a des enjeux clairement qui sont liés à, t'en as parlé, montrer son travail. Donc toi, ça a été quand même assez fluide de ce côté-là. Il y a des enjeux qui sont liés vraiment à la partie plus entrepreneuriale, vente, aller au contact de son marché, aller au contact des galeries, des collectionneurs. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Il y a une partie, en tout cas, qu'on sent chez toi qui est vraiment tournée vers l'entrepreneuriat. Et tu nous le disais tout à l'heure, ça a été pour toi assez évident de te dire que tu allais prendre ce chemin-là. Comment est-ce que tu t'es emparé, toi, de ces sujets? Quelle place ils prennent? Et comment est-ce que pareil, tu gères ça au quotidien entre la part de la création et puis toute la part plus de diffusion du travail, de vente de tes œuvres? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a un aspect aussi team. Il y a des gens formidables qui sont arrivés dans ma vie à un moment donné, galeristes notamment, et d'autres personnes qui ont été des vrais piliers et des vrais accompagnants aussi. Et je pense que ça a été quelque chose de très précieux parce que ça m'a donné beaucoup de légèreté déjà, dans le sens où quand il y a des personnes qui sont là, on va dire au bon moment, et que ce sont des personnes qui rentrent dans cette partie de la carrière qui est au tout début, en fait, comment expliquer, mais c'est très fort. C'est très fort. Et c'est des gens qui sont venus vers toi en voyant ton travail ou c'est toi qui as fait cette démarche d'aller vers eux? Non, venus vers moi. Ouais, Alors, okay. je pense à une personne notamment qui a été une personne incroyable, qui est arrivée assez rapidement dans ma vie et qui a tout de suite soutenu mon travail, alors qu'on ne se connaissait pas beaucoup et que je commençais à peine. Okay. Et que sur le papier, la confiance, normalement, elle se fait avec le temps. Et Laurence, elle a vachement... elle est vraiment arrivée en soutien. Et en fait, il y a une richesse, en fait, je pense aussi dans les rencontres, c'est que... moi, j'adore rencontrer tout le temps du monde, j'adore être dans l'échange et dans l'humain, et dans le groupe aussi. Je pense que je me vois pas être une personne très solitaire de l'atelier. Alors, je peux l'être, j'ai un 50-50. Ouais, tu dirais ça, 50-50 ? Ouais, je peux être assez introvertie, voire un peu timide. À certains moments, j'ai besoin de calme, de silence, et de pas forcément trop d'échanges avec les autres. Donc... ça va être la partie 50%, on va dire, vraiment solitaire, quoi. Ouais. Et il y a des moments où il y a un petit feu intérieur qui arrive. Et là, c'est l'ouverture au monde. Et j'ai besoin d'être avec les autres, d'échanger, de rencontrer d'autres artistes, des galeristes, des curateurs. Et puis, plein d'autres personnes qui font la richesse aussi de ce monde, de cette communauté. Et donc, toi, dans ton parcours, le moment où cette femme est entrée dans ta vie et a cru en toi, et que tu as pu accéder à une première galerie, ça s'est passé comme ça. Ouais. Est-ce que ça a ouvert après, du coup, beaucoup plus facilement? C'est le premier pas qui est très important, en fait, ce premier lien avec une première... Ouais. Et puis quand il est sincère, il est incroyable. Parce que là, on parle de relations humaines. Y a aucun, à ce moment-là, il n'y a aucun rapport, on va dire, mercantile. Oui. C'est que de l'humain et de l'émotion et du feeling. Et en vrai, moi, je pense que c'est le truc que je vais mettre au premier point. C'est qu'il faut être un peu... alors, c'est pas... Le mot, il va être très fort, amoureux. Mais je pense qu'il faut qu'on s'aime. Il faut s'aimer. Il faut aimer les personnes avec qui on travaille. Et je pense que dans l'autre sens, les galeristes ont besoin d'aimer profondément leurs artistes sur tous les points. Et je pense que de la partie esthétique à la partie humaine. Et on fait des métiers qui sont tellement durs, intense, c'est un marché qui est très compliqué. On le voit en plus aujourd'hui qu'il y a des fluctuations énormes. Donc en fait, moi je félicite tout le monde dans ce secteur parce qu'en fait les gens sont courageux. Ouais, mais nous aussi. Franchement, on le répète souvent. Moi je suis en admiration face aux galeristes et je fais que le répéter à mes galeristes que je les adore, que je suis en admiration parce qu'en fait ils font 70 heures par semaine. En tout cas moi les gens avec qui je travaille sont des bourreaux de travail. On est aussi tout le monde à son échelle, on est des gros bosseurs. Et en fait, bravo, quoi, parce que c'est un travail de fou.
Ouais, mais même de l'autre côté, aux artistes qui créent malgré le peu de place qu'on leur fait dans la société, surtout les artistes femmes, ça demande un courage énorme de montrer son travail, tu vois, tu nous as parlé de ton process artistique, ton univers, c'est deep, c'est intime, donc ça demande aussi énormément de courage. Mais merci de le dire sur les galeries parce que on entend beaucoup, nous les personnes qu'on reçoit aussi, avec qui on échange, on entend beaucoup ce discours, oui, voilà, les galeries, ils prennent vraiment une grosse part sur la partie vente, sans penser en fait tout ce que ça implique derrière. Et c'est bien aussi parfois de rééquilibrer un peu le discours là-dessus, quoi. Toi qui es vraiment au contact de ces personnes qui travaillent à promouvoir l'art, c'est important, je pense, de donner ce discours aussi. Parce que je pense que tant qu'on n'y est pas entré concrètement, tu vois, des artistes qui cherchent à encore leur positionnement et à se faire découvrir, il y a cette peur de la galerie. Il y a cette peur de perdre vraiment le fruit de leur travail, tu vois, un sentiment d'être un peu dépossédé d'une part de leur travail, alors que, voilà, toi, tu le vois comme un travail d'équipe et une vraie connexion hyper profonde, en fait. Bah, j'espère que ce sera toujours comme ça, mais comme c'était des rencontres humaines, ça a créé aussi des situations qui étaient fluides et avec une grosse part de carte blanche et de confiance. Oui. Après, c'est la vie, donc c'est sûr, il y a des expériences qui sont différentes à chaque fois, mais je sais que, en tout cas, pour ma part, de me dire qu'à un moment donné, j'avais des gens de confiance avec qui j'allais travailler, avec lesquels la relation était vraiment hyper sincère, ouais. Bah, ça a été pour moi, oui, quelque chose de très très fort, quoi. Enfin, en tout cas, puissant et un pilier aussi pour te faire avancer, j'imagine. Mais je vois tout comme une famille, en fait, artistique aussi. Et en fait, il y a un moment donné où il y a la famille artistique qui s'est construite. Et ça, c'était un beau déclencheur, ouais. Cool. Est-ce que tu es à l'aise à parler prix ? Ça dépend. C'est un gros sujet. Enfin, je te dis ça parce que c'est pareil, les personnes qu'on accompagne, il y a forcément le sujet du prix, de la valeur que l'on met sur son travail. C'est souvent très très dur ce chemin-là à faire. Et souvent justement le fait d'être accompagné par des personnes type galeriste, ça t'aide sur ce chemin-là. Mais toi, vu que tu as ce côté un peu entrepreneurial aussi, bah forcément, la question de la valeur, de monétiser son travail à sa juste valeur et puis de pouvoir sortir de l'argent de ça pour pouvoir continuer à faire ce que tu aimes. J'imagine que ça a été très vite un sujet sur lequel tu t'es positionnée. Et ben oui et non. Parce que je voulais pas du tout que l'argent, ce soit un driver. Et alors Rick Rubin, il le dit super bien. Ouais. Que ça peut vraiment, enfin ça peut avoir un impact qui peut desservir la production artistique parce qu'en fait, j'avais une prof de modèle vivant qui m'avait dit un jour que dans le travaux de ses élèves, en fait, on pouvait sentir les vibrations. Et la vibration, il y avait des vibrations qui émanaient. Et en fait, des fois, on peut être stressé parce que justement, il y a des projets, il y a des flux, il y a des échanges d'argent, on va dire de la transaction pour être poétique. Et ça peut aussi orienter des projets. Moi, je m'étais dit que de toute façon, c'était un peu un petit contrat que je m'étais signé avec moi-même, que c'était le projet de ma vie et que je savais que ça allait être dur et qu'il allait y avoir des hauts et des bas et qu'il allait possiblement avoir des moments où j'allais pas du tout en vivre. Et que c'était OK et que du coup, j'avais gardé une petite place disponible dans ma tête pour me dire qu'en fait, j'allais accepter la situation parce que je me voyais pas faire autre chose de ma vie. Donc, je m'étais pas mis la pression. Alors, c'est plus facile aussi, encore une fois, à dire qu'à faire parce qu'il y a une réalité. Aujourd'hui, il faut payer ses charges et tout ça. Mais je m'étais dit que, par exemple, si à un moment donné, il fallait pour que je me donne la légèreté intellectuelle dans ma production, s'il fallait que je prenne un travail à côté, c'était OK. C'était OK. Ouais, complètement OK. Enfin, en tout cas, moi, j'avais aucun souci je voulais pas du tout qu'il y ait un côté aussi égo qui drive et argent et tout ça. Donc, je me suis dit, les choses, elles viendront comme elles doivent venir. Et en fait, si à un moment donné, j'ai envie et que c'est bien, ce sera génial.
Mais il faudra toujours garder en tête qu'en fait, ça peut aussi s'arrêter à un moment donné ou bouger et qu'en fait, ça fait partie du processus et que c'était OK en fait. Ok, ouais, donc dès le départ, tu t'étais un peu conditionné à... Ouais, ce que j'entends, c'est aussi que c'était très fort chez toi, cette certitude que tu allais dédier ta vie à ça. Et que c'était quelque part le plus important et qu'après le reste allait de toute façon s'organiser autour de ce projet-là, quoi. Oui, parce que la pratique artistique, je pense qu'on l'a tous en nous. Et en fait, c'est la création, ça fait partie de la vie du quotidien. Et je pense que quand on a envie de créer quelque chose, on s'arrête pas de savoir on s'arrête pas de ça. Enfin, je pense que la finalité, on va dire, alors avec beaucoup de guillemets commerciales, elle n'est pas forcément... Enfin, comme c'est des métiers qui sont non commerciaux, parce qu'on fait ces démarches de vie, en fait, on ne fait pas ces démarches au début à la base pour se dire qu'on va faire des carrières pour devenir... Voilà, Bill Gates. Oui. Mais qu'en fait, quand ça arrive, c'est fou. C'est incroyable de se dire que y a des gens qui sont touchés et qui vont du coup être tellement touchés qu'ils vont faire l'acquisition de la pièce et vouloir la voir au quotidien. Ouais. Et ça, c'est beau. C'est magnifique de se dire que ça va rentrer dans une vie, dans une famille, que l'œuvre, elle va vivre après différemment ailleurs, quoi. Ça, c'est vraiment... on va dire la partie magnifique de tous ces projets artistiques, quoi. Mais oui, moi, je faisais en sorte d'être légère. Alors, il y a eu des moments qui étaient difficiles. Hein. J'avais pas du tout de coussin de sécurité pour ma part. Hein. Parce que des fois, on se dit, s'il y a de la légèreté, c'est qu'il y a un coussin derrière. Ouais, moi, j'en avais pas. Ouais, j'en avais pas. Et voilà, encore une fois, j'étais complètement OK d'avoir un travail à côté, justement pour me laisser complètement libre sur la production artistique. Et c'est pour ça que Rick Rubin, ça a été beaucoup... un mentor un peu. Moi aussi, je le considère comme ça. Ouais. Un mentor. Ouais. C'est bien qu'il ait pris la parole sur ces sujets-là. Ouais. Parce que je pense qu'il y avait besoin aussi de remettre un peu au centre le fait qu'être artiste, c'est une façon d'être au monde avant tout. Ouais. Et c'est pas corrélé à est-ce que je vends mes œuvres, est-ce que j'en vis. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouais. Au départ, c'est une identité, une envie de créer une façon de regarder le monde et de dire sa sensibilité, en fait. Ouais. Donc, il y avait besoin de le redire, quoi. Parce qu'on le sait, quand on crée, on le sait, ça. Mais de vraiment mettre ces mots-là... Je pense que lui, il est arrivé un moment sur le marché avec ce livre-là qui était au bon moment pour beaucoup d'artistes. Ouais. Non, c'est génial. Dans tous les domaines. Donc, non, c'est... Ouais. Puis... tout dépend d'une personne à une autre, mais moi, j'ai une part de mystique chez moi qui est très forte. Plus ça va, plus dans ma peinture, je vais en parler. Donc, je vais commencer à parler de mes gris-gris, de toute la partie un peu mystique que j'ai, qui est très forte. Et je trouve ça génial aussi qu'il incorpore cette partie-là au magique, à l'univers, qui, moi, était le driver depuis toute petite, où j'étais déjà dans des choses un peu, on va dire, déconnecté sur certains points, mais très connecté sur d'autres. Et donc, hyper intéressant de se dire aussi que voilà, on est des individus qui sont des canaux de réception et qu'on intercepte des choses et qu'on les remet d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, moi, je valide complètement ce concept. Pareil. Je pense que toutes les deux, on est complètement alignées avec ça. Et nous, c'est pareil. Hein, on le dit pas frontalement sur la question de la spiritualité, mais ça infuse tout notre programme, ça infuse la façon dont on fait les choses. Et petit à petit aussi, ça va pouvoir s'exprimer peut-être plus front. Mais c'est collectif aussi, on sent qu'il y a quelque chose où les gens... Il y a beaucoup de un peu coming out spirituel, tu vois. Beaucoup Totalement. Plus. C'est l'époque aussi qui favorise ça. Et je pense qu'il y a énormément d'artistes, nous, ceux qu'on accompagne en tout cas, tous, ils ont cette part spirituelle qui n'est pas forcément dite, mais qui viennent exprimer dans leur art. Ouais, génial, incroyable. En tout cas, c'est très partagé, je pense, mais très peu dit sur le... Donc, c'est cool que tu en parles aussi. Donc, on était, tu vois, très pragmatique, pris. Mais en fait, tout ça aussi, c'est une énergie, quoi. Ça circule.
Est-ce que donc aujourd'hui, tu vis bien de ton travail? Tu estimes que tu vis bien de ton travail? Comment est-ce que... Je pense que c'est une question qui est difficile à répondre parce que il y a un rapport où quand on commence à vivre de son travail, ben après on peut avoir un atelier. Donc Oui. l'atelier, il a son prix. Ouais. Puis une fois que l'atelier arrive, on peut commencer à avoir des outils en plus. Mm. Et en fait, il y a ça, c'est que il y a une escalade dans les projets qui sont de plus en plus grands. Donc il y a de plus en plus d'investissements. Ouais. Donc en fait, finalement, bien vivre, c'est un concept qui est un peu flou parce que quand on est de nature à du coup réutiliser ce qui est gagné pour réinvestir entre guillemets ailleurs, pour être plus confortable dans la production, avoir une machine à café, des meilleures qualités de pinceau, des possibilités de type d'encadrement différents, amener sa pratique aussi plus loin. C'est-à-dire que quand on a des visions, des fois, on sait que l'œuvre, en finalité, elle va avoir un certain prix quand elle va sortir de l'atelier. Un prix, en tout cas, coûtant, dans le sens temps de travail et aussi matériaux. Et en fait, il y a ça, c'est que on aura toujours tendance, je pense, à réutiliser. Oui. Ouais. Et c'est une très belle énergie aussi. Et ça va pas forcément avoir un impact sur on va dire, la qualité de vie quotidienne. Ouais. Parce mais je trouve ça génial en fait de se dire qu'on grandit et qu'en fait ça nourrit encore plus les projets et que ça les fait aussi rayonner d'une autre manière, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment même comme le fonctionnement d'une entreprise où tu as toujours une part d'investissement qui va permettre à ton entreprise de passer les paliers supérieurs. Ouais. Donc, c'est toujours à jauger aussi de quoi j'ai besoin, moi, pour vivre et puis où est-ce que je veux amener ma pratique ou mon entreprise, quoi. Complètement. Ouais. Ok. Juste peut-être dernière question sur les prix. Après, on va passer à autre chose. Concrètement, comment tu fixes tes prix, toi? Tu vois, tu as parlé là de... Ouais, il y a peut-être une certaine dimension qui est liée au format, à la qualité de la peinture, tu vois, des choses un peu tangibles. Et puis, il y a sûrement une part aussi qui est beaucoup moins tangible. Ouais. Comment est-ce que concrètement, tu fixes un prix, toi, d'œuvre? Moi, j'ai toujours été assez objective parce qu'il y avait quelque chose qui était incompressible, Ouais. c'est-à-dire le temps de travail et les matériaux utilisés et toute la partie développement et propriété intellectuelle dans le sens où avant la peinture, il y a tout un travail en amont. Et donc là-dessus, moi j'avais un truc très rationnel qui était, il y a eu tant de temps qui a été mis, il y a eu tant de matière qui a été mise, ça vaut tant. Après, il y a une autre partie qui s'est mise en place, c'est la vision des gens qui accompagnent. Et donc les galeristes aussi, ils ont une perception, ils ont un œil, parce qu'ils sont historiens de l'art, ils ont une vue aussi un peu du travail dans le sens que pour eux, ils savent que... Alors je sais pas trop comment c'est estimé tout ça non plus, mais de dire moi ils vont dire pour moi ça vaut tant. Et c'est intéressant aussi d'avoir l'œil d'un expert qui va avoir une vision totalement différente et qui va avoir un recul et aussi une distance d'une certaine manière. Où des fois on peut avoir produit un travail et avoir mis toutes ses tripes, c'est pas très joli comme mot, mais tout son cœur, voilà. Mais tout son cœur, on va avoir fini un travail, on a mis tout son cœur et ça va valoir tout l'or du monde. Ouais. Parce que c'est pas pour autant que ce sera le prix fixé. Et des fois, à contrario, il y aura une journée où c'est plus léger, ça a été fait dans la joie, ça a été même pas senti du tout, t'as pas l'impression d'avoir travaillé. Et l'extérieur le reçoit comme plus... Donc je pense qu'il faut se laisser aussi tranquille et se laisser guider avec ça. Et ça... Ouais. Ouais, donc il y a une part de toi en fait qui va fixer un prix qui te semble juste par rapport à ce que tu fais, et il y a une part de l'extérieur aussi qui va réajuster Ouais, c'est intéressant. Ouais, en tout cas moi c'est toujours un peu comme ça que j'ai fait jusqu'à présent. C'est pareil, je me suis toujours laissé un peu de la légèreté sur cette question-là. Et alors je l'ai toujours pris au sérieux, mais je me laissais aussi porter par les acteurs en fait de ce secteur qui avaient une vision aussi, une expérience, qui sont professionnels dans le domaine. Et puis c'est bien aussi, enfin moi ça m'évitait aussi d'être trop sur ce pan-là et
laisser faire le travail Ouais. par d'autres, Ouais. dont c'est la spécialité. Et aujourd'hui, donc, tu travailles avec des galeries, mais est-ce que tu travailles avec d'autres? On a vu que tu as fait des collaborations aussi avec des marques, avec d'autres artistes aussi. C'est quoi ta vision là pour la suite, pour toi? Moi, j'ai toujours fait au coup de cœur et à l'humain. Ok. Donc, tous les projets qui sont arrivés, c'est toujours que des rencontres et de l'humain et des projets qui se sont toujours super bien passés parce que les gens avec lesquels ça avait matché étaient déjà l'essence même de l'histoire, quoi. Et après, la suite des événements ça a été super, super cool parce que déjà, l'humain à la base, il était top. Maintenant, la suite, je la vois dans une autre dimension, dans le sens où j'aimerais amener ma peinture au sculptural. J'aimerais sortir le contexte peinture au mur. Je vois ma peinture plutôt comme des scènes et des miroirs. Donc j'aimerais les amener comme un joaillier amènerait une pierre dans une monture, donc un matériau brut, et viendrait le travailler. C'est-à-dire que je vois mes scènes, en fait, mes peintures qui sont ces scènes comme vraiment des fenêtres. Et j'aimerais vraiment les amener dans des nouvelles possibilités d'existence. Alors là, il y a eu le projet de l'Hôtel de la Marine où les œuvres ont été vraiment des sculptures. Et je vois aussi comme l'encadrement comme un ornement. En fait, j'ai toujours eu un gros coup de cœur pour la partie collectible design. J'adore en fait qu'on croise les mondes. Et j'aime ce croisement de mondes. J'aime les nouveaux codes aussi qui se racontent. Et j'ai envie de pouvoir aussi être dans l'expérience. Donc, il y a des choses qui sont plus institutionnelles qui m'attirent et qui sont plus animées par une démarche intellectuelle et de sensibilisation. Et voilà, comme le cinéma, c'est aussi un gros driver et que j'ai toujours en fait travaillé par scénario et séquence et scène, je crois que j'aimerais vraiment pouvoir parler d'un projet de montrer en fait ce scénario à l'écrit. Donc mêler aussi l'écriture à la peinture et peut-être un jour on verra, mais au cinéma. Parce que les scènes que j'ai, elles sont très précises et des fois j'arrive pas tout le temps à les mettre en peinture et j'aimerais pouvoir justement amener à un autre niveau encore de lecture mon travail. C'est comme ça que je le vois et vraiment connecté au quotidien avec le vivant et la nature. Donc j'espère prochainement pouvoir vraiment avoir un atelier à la campagne, ce que tu disais. et vraiment pouvoir être ancré tous les jours dans cette énergie, et parce que la nature, c'est le plus beau spectacle, quoi. C'est la plus belle œuvre d'art, pour moi. Et les animaux, tout ce qui s'y passe, quoi. Le vivant, c'est vraiment à ce à quoi je tends, quoi. Écrire et parler de ça. Super. On arrive à la fin là, de notre échange. On pose tout le temps une dernière question qui est: comment toi tu prends soin de ta créativité? Par les moments d'oisiveté, par les pauses. En fait, je pense que des fois, de ne rien faire, de lire, ne rien faire, ce n'est pas lire, mais je pense que faire une pause, alors à sa manière, parce que on a tous des personnalités qui sont différentes. Il y a des personnes qui ont besoin d'être tout le temps stimulées. Par exemple, moi, je vais toujours avoir besoin d'avoir quelque chose à faire, par exemple. Donc ça passe par de la lecture, une balade, mais aussi des échanges. Et je pense que c'est ces moments-là, en fait, d'oisiveté qui, moi, me rechargent beaucoup. J'aime beaucoup me reconnecter un peu à mon enfant intérieur et revenir un peu à l'essentiel, comme quand j'étais petite. Donc, c'est aussi des moments qui sont très simples. C'est mes amis, être avec les gens que j'aime. Et je pense que oui, c'est ça. C'est là, dans ces moments-là, je recharge à fond. Cool. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé et que tu voudrais pouvoir exprimer? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler, échanger, déléguer, se faire soutenir, se faire épauler aussi, parce que c'est des chemins qui ne sont pas faciles. Ça se regarde vraiment sur le long terme, donc en fait le chemin il est long et je pense que il faut être soutenu et je pense qu'il faut pas hésiter aussi à prendre la parole et à parler entre nous, en fait, à parler entre nous. Et nous, je le vois vraiment au général, artistes, curateurs, accompagnants, galeristes, et se donner de la force aussi. Je crois vraiment à la communauté. Et je trouve ça beau, en fait, ce qui naît, en fait, quand on se donne la main.
Voilà. Mm. Et voilà, donc c'est un peu ma vision. C'est une grande chaîne humaine où en fait, à plusieurs, on va arriver à faire bouger les choses et je dirais qu'il faut pas hésiter quand on est seul dans l'atelier, qu'à des moments donnés, c'est difficile de dézoomer, de prendre la distance avec son travail, ben, d'aller prendre l'air et d'aller échanger avec les autres, c'est précieux. Voilà. Et on n'est pas Magnifique. seul. On n'est pas Merci. seul. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Merci pour cet échange, Anaïs. Ben, merci à vous. C'était un plaisir d'échanger et plein de belles choses pour la suite surtout. Ouais, bah nous, on va suivre ton travail avec attention. Merci.